Donc, le sujet aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, Community Management, ce n'est pas la taille qui compte. Le titre est un peu provoquant. Et Ludovic nous a mis un peu la pression avec Mathieu en nous disant que c'était l'atelier où il y avait le plus d'inscrits. Mais finalement, peu importe, puisque ce n'est pas la taille qui compte. Donc, le quantitatif importe peu. Ça nous est égal. Mais on va essayer quand même d'être les mieux possibles avec Mathieu. Donc, on va faire un point. L'objectif de l'atelier, c'est de faire un point sur ces communautés, ces réseaux dont on parle beaucoup, qui sont une vraie source de préoccupation et puis peut-être de temps pour vous, pour les équipes et puis d'animation. Essayer de voir en fait ce qui va changer et pourquoi effectivement c'est plus la taille qui compte, pourquoi il y a d'autres règles qui s'instaurent et les autres règles qui s'instaurent, c'est entre autres dû au succès des réseaux, à l'utilisation des réseaux par les marques qui font que certains acteurs, et on a choisi avec Mathieu, donc c'est purement arbitraire, mais c'est aussi compte tenu du sujet e-tourisme, on a choisi de se concentrer sur Facebook. Donc ces acteurs-là sont en train de changer les règles de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc on va essayer de vous faire partager ça et on vous présentera, Mathieu vous présentera des outils statistiques qui sont à votre disposition pour essayer de traquer et de mesurer un petit peu ce qui se passe sur les communautés, sur les réseaux. Et on vous présentera également, enfin Mathieu vous présentera à nouveau des bonnes pratiques, des exemples. Donc si vous avez assisté ce matin au benchmark international, ça vous permettra de compléter avec une vision française. Alors, bon, je vais me présenter rapidement, mais on va aller vite là-dessus. Donc, je suis le fondateur de Linking Brand. J'ai un parcours à la fois en agence de communication où je gérais la stratégie de communication de marques dans des réseaux internationaux et dans l'univers Internet, entre autres chez Yahoo, puis au Crédit Agricole Nouvelles Technologies, où on a développé pour le deuxième un fournisseur d'accès Internet et puis des portails régionaux avec du contenu de proximité. Et puis, j'ai fondé Linking Brand depuis. Voilà. Mathieu, si tu veux. Oui, alors moi je me présente aussi. Donc du coup, je travaille au CRDT Auvergne, donc responsable e-tourisme et aussi blogueur sur blogitourisme.com et blogitourisme.info, e-tourisme.info. Donc voilà, c'est pour dire que quand même le e-tourisme, une partie de mon activité importante, professionnelle, mais aussi presque une passion. Et donc c'est avec plaisir que je partage aujourd'hui cette expérience sur les communautés. Voilà, donc Pierre, je te laisse poursuivre. Ok. Alors, on va commencer par cette phrase de Zuckerberg, le fondateur de Facebook, à propos de la publicité sur le web, qui nous dit que alors bien sûr c'est le point de vue de Facebook, donc ils ne vont pas aller à l'inverse de leurs intérêts, mais c'est aussi plutôt le sens de l'histoire, en tout cas un des virages qu'est en train de prendre l'histoire de la pub sur Internet. Il dit qu'en fait la publicité sur le web, c'est plus simplement frapper quelqu'un, enfin frapper l'esprit et essayer de toucher quelqu'un avec un message publicitaire, mais c'est la notion d'engagement. Donc engagement, c'est-à-dire la relation qu'on va être à même de créer avec cette personne. Et en fait, ça va tout être le sujet de notre atelier, puisque les règles changent, je vous le dis, par rapport à cette notion d'engagement. Et aujourd'hui, on a fait de grosses démarches, je pense, à vos niveaux, et puis nous, on le fait pour nos clients e-tourisme, par rapport au recrutement de fans. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après, qui va être le développement de l'engagement. Alors, quelques chiffres, je vous laisse les regarder. C'est des chiffres qui sont récents, puisque ça date d'août 2011. C'est Comscore qui a sorti ça. Regardez, c'est assez intéressant. Première colonne, vous avez le total des visiteurs uniques de tous les sites du réseau Google, de tous les sites du réseau Microsoft, et puis Facebook.com. Donc on s'aperçoit, c'est déjà une première info, que Facebook n'est pas si mal placé. Troisième parmi le top 10 des sites européens en termes de visiteurs uniques. Et ce qui est intéressant sont les deux autres chiffres. Regardez comment Facebook passe devant les autres. On est à 163, on est en millions de pages vues sur la période, alors que les autres sont au maximum à 89 000 millions de pages. Donc ça fait des milliards, excusez-moi. 89 milliards de pages vues. Vous voyez un peu le ratio entre les deux ?
alors que Facebook était loin derrière Google en termes de visiteurs uniques. Et c'est pareil sur la durée moyenne par visiteur, on est à 348 minutes versus 175. Et là, on commence à toucher du doigt un petit peu cette notion d'engagement, hein, qui fait que, au-delà du nombre de fans, qui finalement est peu intéressant dans l'absolu, l'engagement, c'est-à-dire la relation que vous allez être à même d'établir avec vos fans. Bon, quelques chiffres sur Facebook, mais je vais vous les laisser découvrir, et puis vous aurez tout ça de toute façon dans la présentation. Dire que c'est devenu l'outil marketing, c'est une porte ouverte, donc on va passer. Et c'est en fait ça, là, ce point-là, qui fait que Facebook va changer les règles et que la notion d'engagement va devenir clé. C'est que les marques se sont fortement positionnées sur ce canal de communication qui est Facebook. Et donc, aujourd'hui, il y a une concurrence qui est accrue et il y a une sorte de spamming qui est fait de la part des marques vis-à-vis de leurs fans à travers tous leurs messages commerciaux. Et Facebook veut mettre de l'ordre là-dedans de façon à faire évoluer la relation et surtout gagner en qualité. Donc, du coup, conséquence logique, avoir 10 000 fans, 100 000 fans, 2 000 fans, peu importe, c'est plus vraiment le sujet. Sachant, regardez aussi un autre chiffre qui est intéressant, toutes les 20 minutes, il y a pratiquement 2 millions de nouveaux statuts qui sont publiés. Donc imaginez, hein, quand vous vous posez la question en permanence, comment est-ce que je vais animer ma communauté, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, sachant que vous mettez souvent une certaine urgence à être présent tous les jours, tous les 2 jours, ou en tout cas toutes les semaines, attention à ça. Hein. Comment est-ce que vous émergez et puis est-ce que vous arrivez à maintenir le niveau qualitatif exigé de la part des fans, sachant qu'ils sont je trouve plus mon mot. Ils sont surexposés, voilà, c'était le bon mot. Ils sont surexposés à des messages qui viennent de la part des marques. Hein, donc c'est ça l'enjeu. Sachant qu'aujourd'hui, ça aussi c'est un chiffre qui est important, on estime que une publication sur une page Facebook sera lue uniquement par 5% des fans. Hein, donc ça permet de relativiser un peu tout ça et tout le boulot, toute l'énergie et tout le fantasme aussi, hein, qu'il peut y avoir à un moment donné sur ces communautés, ces réseaux, comme de nouveaux leviers e-marketing. Alors, je ne dis pas que ça n'en est pas, hein, attention, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et de mécompréhension là-dessus, ça en est. Par contre, ça devient de plus en plus compliqué et les règles vont changer. Hein. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir, sachant qu'en plus, il y a ce dernier chiffre, il y a 90% des gens qui sont devenus fans d'une page de marque qui ne reviennent plus sur cette page. Hein. Donc la notion de relation, de proximité de la relation est très très relative. Donc du coup, ce qui est devenu vraiment la priorité, et ce qui va devenir la priorité avec les évolutions de Facebook, ça va être, le premier point, c'est la timeline, hein, c'est-à-dire tout ce flux d'actualité qui arrive sur la page, qui va changer absolument, parce que les règles de gestion de la timeline vont changer. Alors, donc du coup, le nouveau Facebook, hein, comment est-ce qu'on va l'appréhender? Il y aura toujours cette étape, hein, il y a déjà eu des changements il n'y a pas longtemps en termes d'ergonomie, enfin, c'était l'année dernière je crois. Bon, au départ on perd un peu ses marques, ça nous oblige à nous recaler, la navigation a changé, je crois que c'était l'année dernière, hein, Mathieu, il me semble. La navigation a changé, elle était, vous vous souvenez, horizontale, elle est passée verticale. Donc à chaque fois, il y a une phase de réappropriation, et puis de toute façon, les règles bougent un petit peu en permanence, les services bougent en permanence, donc tout ça évolue extrêmement régulièrement. Alors, l'objectif en fait de l'évolution de Facebook, hein, de cette évolution de la timeline, ça va être de redonner le contrôle à l'utilisateur, donc aux membres Facebook, par rapport au contenu, hein, et à sa timeline. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir gérer ce qui va lui être affiché et proposé, hein, par rapport aux actions de ses fans, et surtout, en priorité, va être poussé dans sa timeline les contenus issus des marques avec lesquelles il aura eu des interactions. Voilà, donc on commence à rentrer dans l'engagement là, hein. Ça devient aujourd'hui la première règle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu une interaction avec un fan, ou si un fan n'a pas eu d'interaction avec vous, puisque ça marche dans ce sens-là, à ce moment-là, votre message, votre communication ne sera pas poussée dans sa timeline. Ok? Donc, d'où l'importance de l'engagement. Hein.
Donc du coup, par rapport à ce like, qui était notre objectif, notre obsession, il faut que je développe mes fans, il faut que je me construise ma communauté, il faut que j'en ai plus, il faut que j'en ai plus. Voilà. Cette course-là est finie. En tout cas, elle se déporte un petit peu. Maintenant, il va falloir continuer à en acquérir si vous n'en avez pas suffisamment. Donc ça, c'est à vous d'estimer votre potentiel et ce que vous pouvez attirer en termes de fans. Aujourd'hui, vous allez avoir un autre bouton qui va faire changer un petit peu les règles. C'est le bouton qui va s'appeler Subscribe, qui va permettre à un fan, enfin à un membre de Facebook, sans devenir fan, de suivre l'actualité d'une marque. Okay, donc là aussi, deuxième biais par rapport à la quantité. On n'est plus obligé de devenir fan, donc d'incrémenter par le haut le nombre de fans pour suivre l'actualité d'une marque. Quoi d'autre d'important là-dessus? Et c'est pareil, il va pouvoir commenter ou interagir avec les membres qui sont fans de la marque sans être pour autant un fan de la marque. Voilà, le point principal, la nouvelle vision. Alors, ça, c'est important, parce que ce point-là, cette nouvelle vision de Facebook, puis après, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'ils vont calculer la proximité. Depuis qu'il y a eu cette mise en place, en fait, il y a eu 33% des impressions par publication, il y a une baisse de 33% des impressions par publication sur les pages. Donc ça a eu un impact extrêmement concret, c'est-à-dire qu'avant vous étiez vu systématiquement par tous vos fans, aujourd'hui il va y avoir un filtre, il va y avoir un tri, et puis surtout il va y avoir des règles qui vont faire que de toute façon, si la personne n'a pas eu d'interaction avec vous, derrière vous ne pourrez pas lui pousser de message. En tout cas, ça ne sera pas visible dans sa timeline, ça sera uniquement visible sur la totalité de ses messages. Ils y vont très peu. Et en plus, demain vous aurez des gens qui pourront vous suivre sans devenir fan obligatoirement. Ce sont les deux points principaux qu'il faut retenir par ce sujet-là. Alors, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner avec cet algorithme-là qui s'appelle... Alors, c'est un tout petit peu technique, mais on va essayer de le rendre simple. Je ne rentre pas du tout dans le technique parce que je ne suis pas compétent techniquement. C'est ce qu'ils appellent l'EdgeRank, qui va permettre justement de décider ce qui sera poussé dans la timeline des Facebook. Il concerne uniquement les actualités à la une, donc on est bien d'accord, mais c'est potentiellement ce qui vous intéresse aussi en termes de visibilité. Ça concerne cette partie-là, actualité à la une. Et on sait aussi, regardez le chiffre, 95% des utilisateurs ne lisent que cette partie-là. Donc c'est extrêmement important pour vous en termes de visibilité. Donc, comme c'est quand même un de vos objectifs, la visibilité, au-delà de la fidélisation, de la proximité, de l'attachement à la marque, etc., c'est vraiment un point qui est important. Alors comment il se calcule cet EdgeRank, puisque c'est ça qu'il faut essayer de percevoir et de comprendre, puisque derrière, une fois qu'on connaît les règles du jeu, on peut profiter justement des nouvelles règles du jeu pour optimiser. Premier élément, il y a 3 critères qui sont pris en compte. Le premier élément, c'est en fait l'affinité entre l'utilisateur et la page. Donc là, c'est vraiment cette notion d'interaction entre l'utilisateur et votre page. S'il se passe des choses entre lui et vous, à ce moment-là, ce critère va être valorisé. S'il ne se passe rien, ça ne sera pas crédité. Le point de la publication, ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire la publication que vous avez faite, est-ce qu'elle a généré de la réaction, de l'implication, de l'interaction? D'accord? Donc là c'est pareil, ça induit de la qualité en termes de publication. Donc des publications qui sont à même de faire réagir votre communauté. Ça c'est extrêmement important. Deuxième critère. Et le troisième critère, c'est le facteur temps. On sait très bien aujourd'hui que les réactions à un post sur Facebook sont extrêmement rapides. Globalement, c'est en l'espace d'1 heure. Donc, ce facteur temps va également être intégré. Vous voyez? Donc, en fait, en fonction de ces 3 critères, la proximité de la personne avec votre marque, c'est-à-dire s'il a interagi, la qualité du contenu que vous allez produire et les interactions qu'elle a générées, et puis la notion de temps, avec ces 3 critères, ça va faire que votre contenu, votre publication, va remonter ou pas chez les personnes qui vous suivent, puisque demain, ce ne sont plus uniquement que des fans. Ça va, c'est à peu près clair? C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est comment arriver à matcher tout ça. Ça, on va le passer.
Je passe quelques slides parce qu'on a peu de temps et puis je voudrais bien qu'on passe un peu de temps sur les exemples avec Mathieu. Alors, intéressant aussi, l'évolution de Facebook. Ce qui est intéressant pour vous en tant que marque, c'est l'espace d'expression que vous allez avoir. Demain, ça va changer. Aujourd'hui, vous pouvez personnaliser les pages, ce n'est pas un souci, vous le faites. Demain, vous aurez des espaces d'expression qui sont beaucoup plus personnalisables. Alors, je vous en ai mis deux exemples des nouvelles pages Facebook. Donc on va pouvoir visualiser l'histoire et l'évolution de la marque. Graphiquement, en termes de design, là pour le coup vous pourrez aller beaucoup plus loin. Je vais vous mettre celle de McDo. Vous voyez, on va encore plus loin dans la personnalisation de la page. Donc ça va être finalement ce matin, enfin si vous avez assisté à la plénière, je finissais en posant la question de l'utilité du site internet. Quand on voit ça, on n'est pas vraiment loin de votre site internet de marque, avec toutes les technologies, toute l'évolution, toutes les fonctionnalités, les services que peut proposer Facebook. Voilà. Donc vous allez avoir des espaces et des zones d'expression qui vont être fortement augmentés et qui vont pouvoir traduire en plus, de manière extrêmement plus précise, votre marque et vos actions, en les valorisant mieux. Voilà, donc ça c'est les bases. Sur l'évolution des règles, on va voir qu'il y a un autre critère qu'on va détailler. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la communauté engagée demain qui va faire le succès des marques. C'est plus la taille des communautés, parce que finalement ça n'a aucune importance. Si vous avez 10 000 fans, globalement, sachant qu'il y en a 95% qui ne reviennent plus sur votre page et qui sont, on a vu le pourcentage là, de ceux qui lisent l'actualité, sans intérêt. Bon, si ce n'est après de faire du reporting à votre management en disant super, regarde, j'ai fait augmenter de 30% mon nombre de fans, c'est pas le sujet, c'est plus le sujet. Donc vraiment le sujet, c'est cet engagement de la communauté qui va faire que vous allez performer, que vous allez vous différencier. Donc, du coup, quand on est dans cette économie de l'engagement, il y a une chose qui est importante, le NFO, le Newsfeed Optimization. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de travailler sur la partie EdgeRank. Alors, quelques citations. Je ne sais plus si c'est toi qui l'as mis, Mathieu, enfin peu importe, mais les likes, c'est une expression de l'identité, donc c'est très attaché à la personne. Ça veut dire que quand on like une marque, ça veut dire qu'on a une relation avec cette marque, et ça se limite à ça. Donc c'est juste de l'affichage, c'est de dire ok, cette marque me correspond, j'ai envie de la suivre, j'ai une relation avec elle. Ça se limite à ça. L'engagement, il va falloir que ça aille beaucoup plus loin. Donc ça, je vais le passer sur la relation communautaire, sur l'interaction aussi. Les interactions, vous les connaissez avec le format et des likes, ou sur Twitter, il y a d'autres formats. L'engagement, c'est ça en fait. Ça, c'est un bon exemple. C'est un cas que je développe souvent. C'est l'exemple de Coca. La page Coca Facebook, à l'origine, quand Coca a commencé à réfléchir aux communautés de ce qu'on appelait le 2.0, on ne l'appelle plus comme ça parce que c'est tellement rentré dans les mœurs aujourd'hui, quand ils se sont tournés sur ce sujet-là, ils se sont aperçus qu'il y avait déjà une page Facebook Coca-Cola. Elle existait. C'était pas eux. En fait, c'était tout simplement deux fans qui étaient absolument amoureux de la marque, qui sont les deux là qui sont en photo, qui avaient créé une page Facebook Coca-Cola au nom de la marque. Et en fait, ils ont eu la bonne attitude, je pense, Coca. Ils continuent à l'avoir. C'est qu'ils ont laissé la main aux fans, et ils n'ont pas du tout demandé aux fans de fermer la page parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de fans, qui était un critère important à l'époque, et puis accessoirement pour une marque comme Coca c'est important parce qu'il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité entre les fans que vous avez et puis ce que vous représentez en termes de marque et de puissance. Ils les ont laissés travailler sur cette page Coca, et ils ont juste, comme la tonalité en plus et les contenus qui étaient publiés sur cette page leur allaient bien, ils ont juste favorisé la publication d'infos en partageant plus d'informations avec ces gens-là. Donc ils les ont invités en avant-première, ils leur ont permis de découvrir Coca, la face cachée, ils leur ont donné des infos sur des produits, etc., etc. Ils sont même allés, à un moment donné, jusqu'à faire tester à cette communauté Facebook Coca-Cola la nouvelle campagne Coca. Donc ça va relativement loin. Alors là, je voulais pas présenter aujourd'hui, mais j'ai la présentation en fait du directeur, du directeur monde de tout le business interactif de Coca, qui est dispo sur SlideShare, donc vous pouvez la télécharger.
qui est extrêmement clair sur la stratégie de Coca sur les années à venir. En fait, ce qu'il dit, c'est que sa page d'accueil, c'est pas uniquement coke.com, c'est pas uniquement google.com, mais ce sont toutes les pages des réseaux sociaux. Et il le dit clairement. Et donc du coup, ils ont développé et ils bâtissent et ils priorisent leurs investissements. C'est aussi pour ça que je posais la question ce matin, le rôle du site internet. Ils priorisent en fait leurs investissements par rapport à tous ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont globalement là où sont les internautes. Pas inintéressant comme démarche. Quand je vous montrais ce matin, est-ce que je paye le trafic ? Voilà, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui pour vous. Est-ce que je continue à faire venir du monde chez moi ? Ou est-ce que je vais chez les gens, dans leur communauté ? Coca est extrêmement clair là-dessus. Alors l'engagement ne se définit pas, il se mesure. Le taux d'engagement, voilà une formule de calcul de taux d'engagement. Si vous voulez travailler sur cette dimension, c'est le nombre d'interactions totales que vous pouvez avoir sur la marque par rapport au nombre total de fans. Donc ça vous fait un critère qui va vous permettre de travailler cette notion d'engagement. Avec un benchmark, voilà, on a quelques chiffres sur ce taux d'engagement, ça vient de Social Bakers. En fonction du nombre de fans, il y a un pourcentage de taux d'engagement. Donc vous pouvez voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ces chiffres-là. Bien sûr, plus on a de fans, plus derrière ça baisse. Mais regardez, de toute façon, on est à 1%, donc on est cohérent avec les chiffres qui ont été présentés. J'ai assisté ce matin, là, en fin de matinée, à l'atelier sur les communautés. On est à peu près cohérent avec tous les chiffres que vous avez dû voir peut-être hier, et en tout cas ce matin. Et puis après, ça baisse. Donc, pas inintéressant d'avoir ce benchmark-là pour voir un petit peu comment ça se passe par rapport à vous. Alors, il y a des marques qui sont très bonnes. Ikea, par exemple, arrive à faire plus de 2%. En taux d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation avec la marque, ils ont su construire une relation avec la marque qui est forte, et donc du coup des niveaux d'engagement qui sont extrêmement intéressants, et puis aussi une politique éditoriale, j'appelle ça politique éditoriale, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas les contenus qui sont publiés sur les sites IKEA sont extrêmement intéressants, justement par rapport à cette notion d'engagement. Alors voilà, aujourd'hui, si vous voyez les pages, elles ont changé. Donc vous voyez en haut à droite là un bloc. Donc il y a toujours l'info standard, les personnes qui aiment cette marque. Et en fait en dessous est apparue la notion d'engagement, c'est le nombre de personnes qui parlent de cette marque. D'accord ? Donc ça traduit bien l'importance que Facebook veut donner à ça. C'est-à-dire que c'est plus seulement le quantitatif basique j'ai X fans, c'est aussi le rapport des fans avec la marque. Et c'est bien dans ce sens-là. C'est les fans avec la marque. C'est pas la marque avec les fans, c'est les fans avec la marque. C'est comme ça qu'on calcule son taux d'engagement. Donc il l'affiche aujourd'hui, c'est vraiment important. Et une marque comme Coca-Cola, qui est la 18e en France sur la partie dans le domaine des likes, donc en termes de pénétration, de couverture par rapport à la population Facebook, elle arrive en fait en deuxième position sur la notion d'engagement. Vous voyez, donc ça relativise aussi les positions, l'importance de tout ça. Vous pouvez être très très fort en like, par contre avoir des niveaux d'engagement faibles. Et c'est toujours l'enjeu, enfin ça vous le savez aussi bien que moi, l'enjeu ça va être derrière de générer de la réaction. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de dynamique qui se passe entre les membres de la communauté, vous êtes une fois de plus en communication descendante, c'est-à-dire que c'est la marque qui fait passer des messages publicitaires aux internautes. S'il n'y a pas de retour, c'est finalement plus vraiment une communauté. Vous avez votre canal média à vous, ok, mais dans la mesure où les gens ne se réapproprient pas votre contenu, ne génèrent pas de réaction, positif ou négatif d'ailleurs, peu importe, derrière il n'y a pas d'attachement communautaire. Mathieu, c'est à toi. Merci Pierre. Ça marche ? Oui. Donc on a beaucoup parlé des réseaux sociaux déjà, d'engagement. Alors moi j'ai fait pas mal de social hier aussi, de l'engagement, peut-être trop, du coup je me suis couché tard. J'espère que je ne vais pas être trop soporifique et je vais essayer de dynamiser quand même un peu le discours. Voilà, donc je vais vous parler moi des nouvelles statistiques Facebook. Alors Pierre a déjà un petit peu abordé la notion de calcul de stats, mais Facebook est en train de mettre en place des nouveaux outils statistiques qui permettent maintenant de mesurer assez finement l'engagement. Et juste avant de commencer, peut-être rebondir sur ce que tu as dit, parce que voilà, ça m'est venu comme ça en t'écoutant.
Par rapport au site web, alors je ne donne pas une réponse parce que ça sera peut-être intéressant d'en discuter à la fin, mais juste peut-être livrer un état de fait, de ne pas oublier que sur Facebook on n'est pas chez soi, quoi. Donc je pense que le site internet est quand même un vecteur, à mon avis, prioritaire parce qu'on ne sait pas demain ce que Facebook pourra faire ou ce que deviendra Facebook. Donc c'est vrai que s'investir dans un outil comme ça aujourd'hui, ça paraît indispensable, mais il ne faut pas oublier qu'on n'en maîtrise pas totalement tous les tenants et les aboutissants. Et puis juste pour illustrer peut-être dans la même esprit que ton exemple sur Coca, c'est le cas d'Air France aussi, qui avait, je ne sais plus combien, 100 000 fans, ou enfin un nombre assez important. Et c'est pas si vieux que ça, puisque ça date du nuage, du fameux nuage. Et donc, beaucoup de fans sont allés se plaindre sur la page Facebook d'Air France, sauf que la page Facebook d'Air France était une page qui avait été ouverte justement par un fan de la marque et qui n'était pas du tout gérée par Air France elle-même. Donc du coup, ils sont rentrés en contact avec ce fan-là et ils lui ont offert, je crois, une visite un peu en back-office du nouvel Airbus, etc. Donc du coup, voilà, ils ont eu une réaction assez saine finalement et assez intéressante parce que voilà, justement, ils ont joué aussi sur cette fibre sociale et ils ont su récompenser finalement le fan qui avait été à l'origine d'une grosse communauté qu'ils ont après récupéré, bien entendu. Mais l'exemple est intéressant et il est directement du coup lié au tourisme. C'était pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais c'était pour rebondir un petit peu dans le tourisme. Alors, voilà. Alors, pour certains, peut-être déjà, vous avez ces outils stats de Facebook qui sont actifs sur vos pages, c'est les insights. Alors après, c'est délivré de façon progressive sur les pages, vous l'avez peut-être pas. Alors, il y a une astuce qui existe aujourd'hui, c'est celle de passer son compte en anglais, UK, puis de revenir en français. Et puis je crois que vous avez accès aux stats après. Donc si vous voulez ce soir directement voir comment ça marche, vous pourrez le faire avec cette petite astuce-là. Donc des nouveaux indicateurs qui sont très importants. Alors le premier c'est le total de likes. Alors celui-là il n'a pas changé hein, finalement, c'est le nombre d'utilisateurs qui aiment votre page. C'est le premier critère. Le deuxième c'est les amis des fans. Alors celui-là il donne comment dire permet de voir un petit peu ce que vous pouvez atteindre. Donc les amis des fans, voilà, c'est le nombre d'amis des fans, voilà, concrètement. Donc du coup, ça vous donne une idée du potentiel de public que vous pouvez toucher, puisque quelqu'un qui va partager après une actualité auprès de ses amis, ça sera visible par ses amis. Les personnes qui en parlent, donc c'est un nouveau critère qui est rentré en ligne de compte sur Facebook, que vous pouvez même voir directement sur la page maintenant, la page de la marque. Vous allez sur n'importe quelle page Facebook, vous avez le nombre total de likes et en dessous vous avez les personnes qui en parlent. Alors les personnes qui en parlent, en fait, c'est une stat qui considère le fait d'aimer la page, de poster sur le mur, d'aimer, de commenter la publication, de répondre à une question, de mentionner la page, de se checker sur la page avec Facebook Places. Et voilà. Donc toutes ces interactions-là en fait sont comptabilisées dans personne en parle. Et donc ça c'est un indicateur clé parce que finalement c'est rien d'autre que l'engagement d'un fan qui fait une action d'engagement sur cette page. Et le total reach, ça c'est intéressant, c'est une donnée qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est le nombre de personnes qui ont finalement été atteintes par la publication ou exposées à la publication. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vue, ça veut dire qu'elle a été affichée sur leur page. Et donc ça c'est un critère intéressant parce que vous pouvez très bien avoir, je vais prendre un chiffre simple pour que ce soit plus facile, mais vous pouvez avoir 100 fans, mais si vous avez 50 fans qui partagent votre actualité, forcément le reach, le nombre de personnes qui va être atteinte va être beaucoup plus important que le nombre de fans. Donc ça c'est une donnée intéressante qui est maintenant accessible sur les pages, ou en tout cas qui le sera très prochainement. Je t'interromps une seconde, Mathieu, ouais. Juste pour rebondir là-dessus. On sent un peu la préoccupation de Facebook là, de vouloir vous donner plus d'outils pour performer, pour être performant dans vos campagnes et surtout pour estimer plus finement votre impact sur les réseaux. Avec tous ces nouveaux indicateurs, Friends of Fans, finalement, c'est votre volumétrie potentielle, c'est combien vous pourriez toucher, et le total reach aussi qui est intéressant. Donc c'est vraiment une direction stratégique qu'ils sont en train de prendre. Je trouve personnellement que c'est une évolution assez majeure par rapport à Facebook. Et c'est un des seuls réseaux sociaux aujourd'hui qui va aussi loin, en tout cas dans l'analyse des fans. Twitter a acheté un outil d'analyse, mais aujourd'hui il n'y en a pas vraiment une maison qui permet d'analyser l'engagement. Google+, n'en parlons pas. Enfin, à part Facebook, c'est vrai qu'aujourd'hui on va difficilement aussi loin dans l'analyse, et en termes de stratégie, c'est quand même super intéressant.
Autre onglet qui va être affiché sur les insights, c'est le suivi détaillé des publications. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Ça vous permet de savoir concrètement, par rapport à une publication que vous avez affichée, que vous avez partagée, quel va être le retour. Alors le retour, il se mesure sur différents points. Le reach, donc c'est le nombre d'utilisateurs que vous avez atteint. Les personnes qui ont été engagées, donc ça revient à toutes les actions que j'ai énumérées tout à l'heure. Et puis celles qui en parlent. Et puis après, vous avez un calcul finalement sur le taux de viralité. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trier en fait les colonnes. Alors on ne voit pas forcément s'il y a des petits triangles en fait. On peut trier par chacun des indicateurs. Du coup, ça permet d'avoir une vision assez intéressante des publications et de ce que ça rapporte. Et pour chaque publication, on peut rentrer finement dans le détail en sachant exactement est-ce que ça a été généré par du trafic organique, donc naturel, c'est-à-dire je poste naturellement un message, ou est-ce que ça a été un achat de bannière, par exemple. Pour favoriser la visibilité d'une publication, on peut très bien acheter de la pub sur Facebook. Et puis des indicateurs clés sur voilà, le nombre de clics, le nombre de photos vues, etc. Donc c'est vrai que ça va très très finement en fait dans l'analyse, et si on s'y plonge vraiment de façon assez progressive et jusqu'au bout, on peut en tirer des conclusions vraiment intéressantes après en termes de partage, parce qu'on va savoir exactement ce qui plaît aux fans et ce qui ne plaît pas du coup, et adapter sa stratégie en conséquence. Un autre indicateur, c'est des sources des j'aime. Alors celui-là, il n'existait pas, je crois, avant. Très intéressant, parce que là, vous allez savoir d'où viennent vos fans, en fait. Alors les j'aime, je rappelle, c'est quand on clique j'aime, on devient fan de la page. Donc là, vous savez que, par exemple, j'ai pris le cas de l'Auvergne. Et du coup, vous avez les différentes sources. Alors la page, les newsfeeds, le ticker, c'est sur Facebook même. Après, vous avez les liens promotionnels. Donc effectivement, on fait de l'achat d'espace. Donc forcément, ça nous génère, enfin, sur Facebook, ça nous génère un certain nombre de fans. On voit que entre 147 et 246, l'investissement publicitaire est quand même relativement intéressant, parce que ça génère un nombre de fans assez conséquent. Et puis d'autres sources après qui sont plus ou moins mineures. Le nombre de visites, ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire le nombre de gens d'internautes qui vont visiter la page. Bon, alors après la courbe elle baisse parce qu'on avait fait une opération jeu concours, donc il y a eu un gros pic à un moment donné, puis après c'est redevenu on va dire une fréquentation régulière par rapport à l'activité qu'on avait générée jusqu'à présent. Les sites référents aussi, c'est intéressant, d'où les internautes arrivent pour arriver sur votre page. Donc effectivement, quand il y a un lien sur le site internet, c'est bien, parce que ça va permettre de rediriger sur votre propre site internet, de mettre un lien vers votre page Facebook, ça paraît évident, mais finalement, là, dans le cas présent, c'est ce qui génère le plus de visibilité et le plus de retours de likers. Et puis ça va encore plus loin. Alors tout à l'heure j'ai parlé de fans, j'ai parlé de reach, donc c'est les utilisateurs exposés, et j'ai parlé de ceux qui en parlent. Et pour chacune de ces trois catégories, en fait, on peut aller très finement dans l'analyse des profils. Donc bon, je vais pas me lancer dans une analyse très fine et très stratégique, mais pour vous donner un exemple, on a beaucoup de femmes qui sont fans sur la page, une grosse majorité, puisqu'on a 63% contre 33% d'hommes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint finalement une population de femmes encore plus importante, puisque là on a 92% et juste 8% d'hommes. Donc du coup on se dit qu'il y a certainement un déséquilibre là à ramener, d'autant que si on regarde finalement ceux qui en parlent le plus, les hommes sont pas si loin en fait derrière. Donc finalement les hommes en parlent plus que les femmes, mais il y a plus de femmes qui sont fans. Donc c'est vrai que derrière, en termes d'analyse et de stratégie de publication et de public qu'on souhaite viser, c'est vraiment intéressant, parce que du coup là on voit qu'on a clairement un déficit en termes de population homme, et que c'est certainement là-dessus qu'il faut travailler pour améliorer la viralité et l'engagement sur la page. Alors c'est un petit exercice, mais qui permet un petit peu d'aller contre les idées reçues. On l'a fait juste pour des régions parce que c'est plus facile, il y en a 22 et voilà, ça va plus vite. Mais c'est avec IDFR, donc je crois qui anime un atelier là en même temps. C'est le classement des régions touristiques en France par engagement. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je crois que l'Alsace est la première région en termes de fans, avec des dizaines de milliers de fans. Mais par contre, quand on rapporte ce chiffre-là à l'engagement, on se rend compte que finalement, c'est pas la première région. Bon, c'est l'Auvergne, ok, je fais pas ça pour me faire de la pub. C'est le Poitou-Charentes et la Picardie qui sont au-dessus de 1%. Et puis après, on voit que finalement, les autres régions sont en dessous.
Et puis, donc si je regarde l'Alsace, finalement, l'Alsace, ils sont parmi les derniers. Donc ça veut dire qu'ils ont un nombre de fans qui est très important, mais en termes d'engagement, c'est finalement assez faible. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, plus on a de fans et plus c'est difficile en fait d'avoir de l'engagement sur la page. Et c'est vrai que les chiffres qui sont là le montrent clairement. Mais alors, aussi, enfin, excuse-moi juste pour rebondir là-dessus. C'est un peu comme ce matin, ce que je disais, l'aventure commence quand le site internet est lancé. Une fois que vous avez rassemblé vos fans et que vous avez créé votre page d'abord et puis ensuite rassemblé vos fans, l'aventure commence maintenant. Hein. Puisque une fois que vous avez générer une première relation, l'enjeu derrière, ça va être de la gérer, cette relation, dans la durée. Hein. Et l'engagement est typiquement la mesure de cet engagement dans la durée. Hein. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de construire? Comment vous êtes capable de renforcer ce lien? Comment est-ce que vous êtes capable de générer des synergies? On l'a vu, hein, c'est l'indicateur clé aujourd'hui et demain. Donc, il faut vraiment travailler maintenant sur sa stratégie communautaire, sa stratégie éditoriale, parce qu'elle est fortement liée dans la mesure où c'est elle qui va conditionner la visibilité pour vous à terme. Donc, c'est les questions qui se posent maintenant aux marques. Donc ce premier graphique, en fait, il mesurait le taux d'interaction, c'est base like et commentaires, et puis on en a fait un deuxième sur ceux qui en parlent. Et du coup, c'est pas forcément les mêmes résultats, et c'est assez intéressant aussi en termes d'analyse. Finalement, le centre, la Corse et la Normandie sont les régions dont les Facebookers parlent le plus et partagent avec leurs amis. Donc on peut avoir parce que c'est difficile d'avoir des indicateurs communs. Hein. Évidemment, on n'a pas accès à la finesse d'analyse que je vous ai montré tout à l'heure pour toutes les pages à partir du moment où on n'est pas administrateur. Mais il y a quand même des données qu'on peut avoir publiquement qui permettent de se comparer finalement les uns aux autres. Alors c'est pas une course non plus à l'engagement, mais c'est de dire finalement, tiens, lui il est meilleur que moi sur l'engagement, qu'est-ce qui fait la différence? Alors peut-être on va aller sur la page, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui permettent d'avoir le plus d'interaction et le plus d'engagement. Donc c'est un peu un benchmark comparatif, on va dire, dans le but de progresser et de s'améliorer aussi. Alors oui, je voulais juste dire un mot sur la valeur d'un fan en fait. Et avoir deux notions, peut-être qu'il ne faut pas mélanger. Parler d'acquisition et de fidélisation et de conquête et de conversion. Clairement aujourd'hui, quand on achète sur Google AdWords un mot-clé, on est plutôt sur l'acquisition, on est plutôt sur la conquête. Sur Facebook, je pense qu'on est davantage sur de la fidélisation et de la conversion, c'est-à-dire on va convertir un visiteur en fan et le fidéliser par définition. Donc c'est des chiffres qui sont à relativiser parce que la fourchette est tellement large que du coup on voit bien que c'est un peu n'importe quoi. Entre 1 dollar et 136 dollars le fan, c'est en gros ce que aujourd'hui on estime que vaut un fan. Voilà, on peut dire que à mon avis c'est plus près quand même des 3 dollars que des 136, c'est vrai que la source est presque un peu fantaisiste. Ceci dit, c'est des données qui sont intéressantes et ça permet de relativiser parce qu'aujourd'hui, effectivement, si vous avez une campagne d'achat de pub sur Facebook et que derrière vous générez un certain nombre de fans, vous allez simplement diviser la somme que vous avez investie par le nombre de fans atteints et réellement obtenus. Du coup, ça va vous donner un indicateur en fait sur combien vous a coûté votre fan. Et on va s'apercevoir que voilà, c'est généralement autour de ce tarif-là, puisqu'on l'a fait aussi pour un jeu concours et c'est sensiblement à peu près la même marge. Mais c'est intéressant comme indicateur parce que ça vous permet aussi de comparer avec d'autres opérations que vous pouvez faire à côté et voir si finalement Facebook est un bon investissement pour vous en termes de fidélisation ou pas. Et peut-on acheter des fans? Je vous pose la question parce qu'il y a des sites en fait qui permettent d'acheter des fans. Donc on peut sélectionner un certain nombre de critères et pour 30% de réduction, on peut acheter 100 fans. A priori, je ne le conseille pas parce que c'est pas forcément une bonne idée d'acheter des fans qui sont pas venus sur votre marque par intérêt au départ. Il vaut mieux prendre le temps. Voilà, on disait tout à l'heure, c'est pas la taille qui compte. Il y a aussi une question de temps et de progression. Quand on s'investit sur ces outils-là, il ne faut pas espérer avoir des retours faramineux dès les premiers jours, mais il faut y passer du temps pour avoir derrière un vrai retour et une vraie communauté en fait qui va se construire de façon progressive. Et ce seront des gens qui seront intéressés et ce seront eux après qui s'engageront et qui seront prêts à partager. Pierre, je te laisse la parole sur l'objectif dans la stratégie de marque.
Ouais, alors sur les objectifs, on va voir certains types d'objectifs que vous pouvez poursuivre. Il y a différents types d'objectifs avec votre communauté que vous pouvez faire. Là, j'en ai mis 4, il y en a 6 ou 7 en général qui sont identifiés. Les 4 principaux, en tout cas par rapport à notre sujet là, et la notion d'engagement, le premier c'est engager pour produire. Ça peut être intéressant pour vous. C'est faire en sorte que les membres de votre communauté génèrent du contenu pour vous. Et c'est d'autant plus important, vous l'avez compris, que ça va devenir un critère clé de visibilité de vos contenus chez les gens qui vous suivent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je dirais que c'est un enjeu stratégique pour les marques demain. Comment derrière, vous allez générer l'interaction. Voilà, Wikipédia, c'est le très bon exemple. On est typiquement dans de l'engagement pour de la production. On ne va pas aller plus loin là-dessus, c'est vraiment le fondement de Wikipédia. Ensuite, la deuxième chose, mais qui est liée en fait, maintenant si vous avez bien compris les points précédents, la visibilité va dépendre de la production de contenu, enfin en tout cas des réactions et des interactions qu'il va y avoir entre la marque et la personne qui le suit. Donc ça, c'est un deuxième objectif potentiel sur l'engagement, engager pour être vu. Comme derrière, vous allez mieux remonter justement dans les timelines, donc dans tout ce fil d'actu des gens qui vous suivent, derrière, visibilité, impact, transformation, etc. etc. C'est vraiment important. Et puis là c'est écrit, c'est juste une redite, mais c'est intéressant de redire les choses. Sur Facebook, ce sont les publications avec le plus grand nombre d'interactions qui sont visibles. Et ça va être encore exacerbé, ça. Voilà, engager pour fidéliser, bien sûr, ça vous le faites, ça fait partie certainement de vos objectifs prioritaires dans ces démarches communautaires et sur Facebook. Il n'y a pas que ça, mais essayez de faire en sorte que les fans soient vos porte-parole. Quand on a vu les amis, cet indicateur là que Mathieu a présenté, les amis des fans, on est typiquement dans cette logique-là. Mes fidèles, c'est-à-dire mes fans, on va appeler ça comme ça, mon premier niveau, on va dire mon premier cercle là, de gens qui me suivent, eux, ils ont un potentiel de rediffusion. Et donc, du coup, comment est-ce que je fais en sorte, et ça aussi, ça fait partie de votre stratégie et de votre travail éditorial en termes d'animation des contenus, comment est-ce que je fais en sorte que ces fidèles, ces gens qui a priori même, deviennent mes porte-paroles et deviennent mes porte-paroles, c'est-à-dire qu'ils partagent tout ça avec leur communauté. Et donc, du coup, on atteint justement cet indicateur des Friends of Fans qui vous donne la visibilité que vous pouvez potentiellement atteindre avec votre communauté. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il nous reste peu de temps, puisqu'en fait, il faut qu'on rattrape une partie du retard. Avant de passer aux bonnes pratiques, construire une communauté engagée et pertinente. On va terminer par ça, et puis après, Mathieu présentera les bonnes pratiques. Alors, sur cette notion d'engagement, bon, on peut y passer des heures. Moi, j'interviens sur ce sujet, puis on travaille pour les marques là-dessus. Première façon de générer cet engagement, c'est vraiment cette notion d'écoute. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, au-delà de la stratégie que l'entreprise, en l'occurrence vous, votre destination, va avoir, c'est-à-dire ses objectifs marketing ou ses objectifs de communication, au-delà de ça, c'est intéressant et c'est absolument indispensable de voir un petit peu comment votre communauté est structurée, ce qu'elle aime, comment elle fonctionne, ce sur quoi elle réagit, et apprendre en fait. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de stratégie communautaire, enfin il n'y a pas de bouquin avec les 10 règles qu'il faut absolument suivre. Il y a des bonnes pratiques, on sait certaines choses, il y a des choses à ne pas faire, mais derrière c'est vraiment du sur-mesure. C'est du relationnel, c'est de l'inter-relationnel, donc c'est des relations entre les gens finalement. Il y a une question qui est fondamentale, enfin il y a un point qui est fondamental, c'est la posture que vous allez adopter. Vous n'êtes plus une marque, entre guillemets, ou une institution, peu importe, surtout pas une institution, j'allais dire. Vous êtes un individu. C'est-à-dire que quand on est marque ou institution, on se positionne au-dessus du client. Là, une relation, ça se construit d'égal à égal. Donc c'est juste en termes de posture et de type de message et de façon d'aborder la délivrance, enfin l'écriture des contenus, puis l'approche que vous allez avoir. Si vous voulez construire une relation, il faut que ça soit d'égal à égal. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc écoutez absolument ce qui se dit, écoutez et essayez de comprendre comment fonctionne cette communauté. Il y a là-dessus, bien sûr, des enjeux de e-réputation. La e-réputation, savoir ce qui se dit sur vous, positif, négatif, ce que vous devez corriger,
peut-être, hein, si jamais il y a des choses qui sont un peu négatives et qui se répètent, qui se disent souvent, enfin globalement ça impacte mon image, et puis on sait que dans le tourisme, et puis globalement tout secteur confondu, hein, il y a 2/3 aujourd'hui des internautes qui vont chercher des informations et des avis, des commentaires d'autres internautes avant de décider d'un achat, c'est valide pour le tourisme, et puis on a vu, je crois, ce matin, le niveau de confiance hein, par rapport à sa communauté, c'est 70% de confiance à peu près par rapport à des avis, des commentaires qui sont publiés, et ça monte à 90% quand c'est un ami. Donc, vous voyez un petit peu l'impact. Et puis après, bien sûr, sur l'écoute, il y a un point qui est fondamental, mais ça, vous le savez, c'est identifier ses influenceurs. Alors ça, c'est le fantasme. Donc, c'est peut-être des blogueurs, c'est peut-être des sites, enfin, peu importe. Quelles sont les personnes qui sont les plus influentes dans votre secteur, par rapport à votre destination, à votre produit, à ce que vous vendez, de façon à ce que ces gens-là, vous les approchiez, éventuellement qu'ils deviennent relais, qu'ils deviennent peut-être vos porte-parole, à l'idéal, etc., etc. Alors, identifier, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est déterminer votre cœur de cible. Hein, ça aussi, ça vous le connaissez en général, votre cœur de cible, quand il est bien affiné, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, vous êtes très généraux. Donc, il faut vraiment descendre un petit peu en profondeur dans la stratégie marketing. Définir les objectifs à atteindre. Définir votre positionnement aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vient faire sur ce site? Une communauté, c'est toujours un contrat entre une marque et des gens qui vont adhérer ou pas. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Quel contrat je propose, moi, Marc, à tous ces gens qui sont sur Facebook et qui, peut-être, vont venir chez moi? C'est quoi mon contrat? C'est de leur proposer des offres promotionnelles, c'est de leur proposer de la découverte, des témoignages, enfin, quel que soit le contrat, à la limite, peu importe, il faut déterminer ce contrat-là. Et donc déterminer la valeur ajoutée pour la cible, ça c'est fondamental. Hein, parce que pourquoi est-ce que je deviendrai fan de cette marque? Il y a des marques aujourd'hui, et vous le faites peut-être et sûrement, qui forcent, on est obligé de devenir fan pour accéder à la page. Je ne sais pas si vous le faites, mais certainement. Bon, quand on a une marque forte, ça va. Quand on a une marque pas très forte, hein, moins évident de faire ce genre de mécanique. Hein. Donc, du coup, quelle valeur ajoutée je vais proposer à ma cible? Hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à devenir fans? Ça, c'est vraiment important. Après, créer, après, c'est une fois qu'on a une stratégie qui est claire, qui est écrite. Coca est allé assez loin. Là, je vais reprendre l'exemple de Coca. Vous avez sur le site institutionnel de Coca les principes, enfin, ils ont écrit leurs guidelines en termes de stratégie communautaire. C'est-à-dire qu'ils ont défini ce qui était d'un côté de la ligne jaune et ce qui était hors jeu en termes de stratégie communautaire. C'est-à-dire, c'est dans leur partie développement durable, si vous allez sur le site, il y a une partie, tout ce qui est politique communautaire, donc ils décrivent précisément, extrêmement précisément, tout ce qu'ils acceptent de faire en communautaire ou pas. Hein. Voilà, donc définir les outils pour développer la stratégie, création de pages et de comptes, etc. Et puis après, c'est toute la magie qui va opérer ou pas, parce qu'après, c'est ce qu'on appelle du goodwill en anglais, enfin de la bonne volonté des gens. Hein. La communauté va fonctionner ou pas. Hein. Donc c'est intéressant les chiffres qu'a sorti Mathieu par rapport aux autres régions. Faites du benchmark, hein, les bonnes pratiques. Il y a des régions qui ont l'air de bien performer. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les erreurs, les choses par rapport aux régions qui ne fonctionnent pas. C'est intéressant de comparer les deux. Quelles sont les différences hein, pour essayer d'apprécier un petit peu ce qui peut fonctionner, sachant, il faut bien se le dire aussi, et puis ça, Coca l'écrit extrêmement bien dans ses enseignements sur ses stratégies communautaires au niveau mondial, c'est qu'il n'y a pas une seule communauté et une seule approche communautaire. Hein. Ils écrivent très clairement, il y a un des enseignements qui est, il faut toujours tester, optimiser, et puis après industrialiser. C'est vraiment les 3 étapes. Alors, on est comme dans toute action sur Internet, et par exemple en politique et marketing, on est toujours dans ces logiques-là, mais c'est vraiment l'approche et la logique. Hein. On teste, donc on analyse, hein, on optimise, et ensuite on industrialise, c'est-à-dire qu'on déploie tout ça grandeur nature et avec de la puissance. Mesurer, bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que Mathieu l'a développé. Et je vais laisser la parole à Mathieu qui va terminer sur les bonnes pratiques. Comme ça, on sera pas mal dans les temps. Alors, comme tu disais, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle d'or. Je pense que chaque communauté en fait est spécifique et que du coup, comme tu le disais bien, voilà, il faut tester et puis après mesurer et du coup adapter sa stratégie. En fait, il y a des recettes qui marchent quand même assez, qui sont, c'est pas des recettes secrètes, hein, mais parce que du coup, sinon je les partagerai pas, je les garderai pour moi. C'est des recettes qu'on voit un petit peu sur d'autres pages, etc., qui sont des recettes assez basiques, mais qui fonctionnent bien en fait.
Bon, les 7 étapes de l'engagement, je vais passer assez vite parce qu'on en a pas mal parlé. Je voulais juste montrer un chiffre, en fait, enfin des chiffres qui sont assez impressionnants, même si on en a vu un petit peu au début, mais en 60 secondes, ce que Facebook génère en termes de liens, de photos, d'invitations, d'actualisation, donc c'est juste pour 60 secondes, hein, donc si on le ramène à une heure, je pense que ça rentre même pas dans la slide en largeur. Donc c'est assez impressionnant, c'est un média excessivement viral. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas souvent les statuts. Alors ça, c'est une stat de Social Bakers, je crois. Ouais, c'est marqué. C'est pas forcément les statuts qui sont le plus publiés qui ont le meilleur taux d'engagement. Donc ça, c'est une donnée intéressante. On voit que beaucoup publient des liens, mais finalement, c'est le lien, c'est ce qui est le plus publié, mais c'est le média, en fait, on peut dire, sur lequel les fans s'engagent le moins. Donc c'est quand même une donnée qui est super intéressante. Qu'est-ce qui marche bien? C'est les photos. Quand on voit photo qui est publiée finalement en deuxième position, mais qui génère derrière une interactivité forte. Je ne sais pas si vous utilisez Facebook et vous voyez bien la place en plus accordée aujourd'hui de plus en plus à la photo. La photo sur Facebook prend une place démesurée, c'est quasiment ce qu'on voit en premier et chez vos amis et ce sur quoi on a envie d'interagir parce que ça correspond à une vraie situation. Et quand on disait que 52% des Facebookers étaient influencés par les photos de vacances de leurs amis pour le choix de leur destination, ça rejoint un petit peu aussi ces statistiques. Alors ce qui est bien aussi de publier sur Facebook, c'est ce qu'on ne voit pas ailleurs, ce qu'on ne vous publiez pas sur votre site, ce que vous ne publiez pas ailleurs. Là j'ai pris le cas de justement, c'est en faisant le tableau des classements des régions, je me suis rendu compte que la Normandie était bien placée. Je me suis dit, tiens, pourquoi la Normandie est bien placée? Et je suis allé voir leur page et j'ai vu cette publication que je trouvais intéressante, où ils disent simplement que Thalassa va passer ce soir à Granville, donc c'est une donnée intéressante hein, pour les gens qui habitent. Ça paraît anodin, mais finalement, en termes d'interactivité derrière, il y a 124 personnes qui aiment et 38 qui partagent. Donc en termes de viralité, d'engagement, de reach, donc de personnes atteintes, on est certainement à des chiffres intéressants. Donc on ne peut pas les avoir, mais en voyant des stats comme ça, évidemment on se dit que derrière il y a eu une vraie viralité. Alors des petits trucs aussi qui sont pas mal, c'est de faire régulièrement en fait appel à des publications sur des thématiques particulières. Donc, par exemple, le vendredi, on publie soit une recette, soit un produit de terroir, etc. Et ça marche assez bien en fait. C'est un rendez-vous finalement qu'on donne aux fans et qui aiment bien ça en fait. Alors c'est vrai que ça fait partie aussi l'Auvergne d'un terroir particulier, etc. Donc c'est vrai que ça marche bien aussi. C'est peut-être pas le cas pour toutes les régions. Bon, en France, on a quand même la chance d'avoir des régions avec des sacrés terroirs, mais donner un rendez-vous, voilà, régulièrement, quel que soit le média qu'on partage et la façon dont on le partage, mais c'est bien de donner rendez-vous en fait à ses fans. Bon, je vais pas y revenir sur les photos parce que voilà, on a un album photo sur lequel on publie aussi régulièrement des photos et c'est aujourd'hui 3% de feedback. Tout à l'heure en moyenne on était autour de 1,5 je crois. Donc c'est clair que la photo, elle pousse le taux de feedback au plus haut possible. 3% c'est quand même assez important. Combien c'était Coca? Je sais plus, tu m'as dit. Pour Coca, le taux d'engagement et de feedback, tu l'as pas dit tout à l'heure? Il n'y avait pas de pourcentage, ouais. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même assez fort, 3%, ça paraît un petit chiffre, hein, mais en termes de résultats, c'est quand même assez important. Montrer l'envers du décor aussi, c'est assez intéressant de dire, bah voilà, on n'est pas juste une marque, on est aussi des gens. Voilà ce qu'on fait, voilà comment on travaille. Et du coup, bah, les fans, ils se sentent un peu plus proches de la marque parce qu'ils voient un petit peu le derrière, le comment ça fonctionne. Et ça, c'est intéressant aussi de le partager. Et puis, pour la petite histoire, on a fait un jeu concours. Ah bah tiens, j'ai pas la copie, je sais pas la sauter, c'est pas grave. Je vais parler du jeu concours du coup. J'en ai parlé ce matin, mais c'est vrai que j'aime bien le rappeler parce qu'on voit beaucoup de jeux qui sont faits sur les pages et qui ne respectent pas les conditions de Facebook. Sachez que vous n'avez pas le droit de faire un jeu concours par exemple où vous dites postez votre photo sur le mur de la page et celui qui a le plus de j'aime gagne. Voilà, c'est clairement interdit par Facebook. Aujourd'hui, le seul moyen d'organiser un jeu concours, c'est de passer par une application. Donc il faut développer une application spécifique, etc. Ça a un coût.
mais ceci dit, c'est légal, en tout cas c'est légal par rapport à la loi de Facebook, et si vous ne respectez pas ça, vous êtes exposé à une fermeture de page, purement et simplement, parce que vous n'avez pas respecté les règles. Et puis il y a des règles aussi en France, dont la loi date de 1800, je ne sais plus combien, qu'il faut déposer un règlement à l'huissier de justice, etc. Les jeux et loteries ont une réglementation particulière, donc c'est deux éléments qu'il ne faut pas oublier. On a fait un concours donc, qui s'appelle Auvergne Quiz Escapade, qui était un petit jeu assez sympathique où en fait on avait un petit personnage qui se baladait sur un fond de paysage auvergnat. Des indices lui étaient affichés tout le long de son parcours, et puis il devait répondre à des questions en 3 étapes. Et le principe, c'est qu'il fallait appuyer sur la touche du clavier pour aller le plus vite possible et faire le meilleur chrono. Voilà, donc il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est un petit jeu sympathique et qui a bien marché, puisque je crois que j'avais rapporté le coût aux fans, et c'était autour de 2 euros ou 2,50 €, donc on voit qu'on se rapproche des données qu'il y avait tout à l'heure, et donc c'est assez intéressant en termes de retour sur investissement finalement, parce que je reviens là-dessus parce que c'est important, c'est pas de la conquête, c'est de la fidélisation, et forcément le coût il est plus important qu'un coût au clic par exemple sur Google, où là vous êtes en stratégie de conquête, une fois que le client a cliqué, vous le perdez, quoi. Sur Facebook c'est pas pareil, une fois que vous l'avez conquis, vous le gardez. Rester à l'écoute, être réactif, tu l'as dit, mais simplement le traiter par l'exemple, parce que pour le jeu concours, alors c'était quand même marqué dans le règlement, etc. Donc on était assez clair là-dessus, mais on a eu un fan qui nous dit oui, moi j'ai fait le meilleur score, etc. Comment ça se fait? Bon, en fait, c'était parmi les meilleurs scores, on tirait au sort. Donc il n'avait pas compris, lui il croyait qu'il avait fait le meilleur score et que du coup il avait gagné. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut être tout le temps à l'écoute et répondre assez rapidement, parce que ça c'est typiquement le type de commentaire qui peut être repris, commenté, etc. et qui après ouais, Ludovic, 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est fini dans 5 minutes. C'est le type de commentaire qui risque de facilement basculer et générer un bad buzz peut-être pour la page. Et puis on finit, pour la petite histoire, en fait, ça s'est passé hier, je crois, voilà, c'était hier. J'étais avec l'office de tourisme de Locat autour d'un Morito, et finalement ils m'ont donné l'occasion de conclure cet atelier, en fait, de façon, je crois, la plus adéquate qui soit, parce qu'on a tendance à l'oublier. Facebook c'est un outil, mais c'est aussi l'humain qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est une belle conclusion, parce que souvent on vend nos destinations comme une marque, certes, mais les réseaux sociaux c'est avant tout de l'humain, et c'est bien de voir en fait qui c'est qu'il y a derrière la marque. C'est bien aussi parce qu'on a une relation avec un homme, une femme, mais quelqu'un qui existe, et pas seulement un avatar ou une destination qui est un peu une entité. En plus, dans l'institutionnel, c'est toujours un peu... voilà. Au moins là, on sait à qui on parle, et je trouve que c'est une bonne idée de mettre en avant comme ça les community managers, parce qu'on sait à qui on s'adresse et à qui on parle. Et puis finalement, la conclusion de l'atelier, c'est un petit peu comme il a débuté. C'est pas la taille qui compte, c'est la communauté. Et c'est Chuck Brown, qui est je crois le président d'un grand groupe de communication, qui le dit. Donc je crois qu'on peut le croire, et en tout cas avec Pierre, on a essayé de vous le faire croire, et j'espère qu'on y est parvenu. Voilà, merci. On peut prendre quelques questions éventuellement, Ludovic, ou non? Oui? Ok, 2-3 questions? Oui, moi je voudrais savoir par rapport aux campagnes, aux jeux concours mis en place sur la page Facebook, parce qu'en fait on dit que, ce qu'il faut c'est des fans qualifiés. Hein. Et moi je comprends pas cette optique en fait de faire des jeux concours. On sait très bien que les gens qui vont adhérer, ce sera pas du qualifié, ce seront des gens qui voudront gagner un jeu en fait. Et puis la viralité va se faire sur les sites de jeux concours, enfin qu'on connaît aussi quoi. C'est une bonne question, mais en fait le jeu concours, je ne l'ai peut-être pas assez bien présenté parce qu'il n'y avait pas la copie d'écran, mais le but aussi c'était de véhiculer quand même derrière des valeurs de l'Auvergne, avec des questions qui portaient sur la culture, sur le terroir, etc. C'est un jeu qui demandait quand même un petit peu de temps pour y jouer, donc bon, c'est sûr qu'on a
dans l'eau, on a dû générer des gens qui sont là que pour jouer, mais je pense que l'axe stratégique de communication qui avait été donné pour qui est le moule en fait du jeu, c'était plus dans une logique affinitaire en fait, et c'est là-dessus je pense qu'il faut réfléchir effectivement quand on fait un jeu concours, il ne faut pas juste faire un tirage au sort, quoi. Il faut réfléchir à quelque chose qui va vraiment véhiculer les valeurs d'une marque ou d'une destination pour faire en sorte d'éviter le maximum effectivement, de gens qui veulent que jouer et d'attirer le plus de fans potentiels et de gens qui sont réellement intéressés et potentiellement engagés par la suite par rapport à une destination ou n'importe quelle marque. Je crois, pour rebondir sur les jeux concours, ça va dépendre un peu de votre objectif. Des fois, vous faites effectivement du recrutement avec le jeu concours. Par contre, gardez toujours en tête votre objectif qui est de faire découvrir une région et de donner envie. Donc, il faut être malin et travailler sur les deux dimensions. Si vous avez cet objectif de recrutement de fans, des fois, c'est juste un prétexte à valoriser certains points d'intérêt dans votre zone, dans votre destination, suggérer des envies, des idées séjours, enfin, etc., etc. Ça peut être que de l'image, un jeu concours. Et du coup, derrière, pas avoir obligatoirement énormément de gens recrutés, mais c'était peut-être pas votre objectif. Donc après, ça va dépendre de ce que vous écrivez comme objectif et derrière, quel indicateur de succès vous avez derrière. Performance. Mais effectivement, il y a toujours une ambiguïté sur le recrutement à travers les jeux concours. Est-ce qu'ils viennent pour la dotation ou est-ce qu'ils viennent par intérêt? Bon, après... Oui, on a fini, on était aux questions. Du coup, c'est bon? Plus de questions dans la salle? Sinon, on est là un petit peu de temps avec Pierre, mais plus très longtemps, parce qu'après, on prend l'avion. Donc... Voilà, Ludovic. Okay. Merci beaucoup à tous.